Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la galerie qui aujourd'hui portera sur Daniel Buren et de son œuvre Les Deux Plateaux, aussi appelées les colonnes de Buren. Avant de développer plus précisément la vie et le travail de cet artiste dans un premier temps, puis la question de son œuvre dans un second, tout d'abord il serait intéressant de comprendre le contexte du lieu où se trouve cette installation, pour pouvoir ensuite assimiler l'engouement autour de Daniel Buren et de son art. Le cardinal de Richelieu, au XVIIe siècle, voulut habiter proche du palais du Louvre et c'est en 1624 qu'il fit acquisition de l'hôtel Rambouillet. C'est l'architecte Jacques Lemercier qui, de 1585 à 1654, prit le soin d'agrandir et de transformer l'hôtel en palais. Récupéré par le roi Louis XIII en 1636 et ensuite confié à Anne d'Autriche en 1642, le palais cardinal prit le nom de palais royal, puisque c'est dans ce lieu que fut élevé le roi Louis XIV. Au fil du temps, ce lieu accueillit de nombreux propriétaires et de nombreux événements, mais c'est en 1780 que apparurent des galeries, et ce lieu est devenu un des tout premiers lieux commerciaux dans Paris. De plus, jusqu'en 1986, la cour était devenue un parking. C'était la décision de Jacques Lang, le ministre de l'Agriculture sous le mandat de François Mitterrand, que cela change. Mais nous aurions le temps de nous pencher là-dessus après avoir essayé de comprendre qui est Daniel Buren. Né le 25 mars 1938 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, Daniel Buren s'oriente très tôt vers la création artistique. Il va étudier la décoration à l'école des métiers d'art. Il va assez vite se détacher de cette formation pour laisser place à une indépendance qui le guidera tout le long de son travail. C'est en 1965, en allant au marché de Saint-Pierre, que Buren s'arrête devant un tissu en lin à rayures. Cela fut une révélation pour lui, puisque après cela, il utilisa ce motif de bandes alternées blanches et colorées dans presque toutes ses œuvres durant des décennies. D'ailleurs, la particularité de ce motif est que ces bandes sont placées verticalement et leur largeur est tout le temps la même, 8,7 cm exactement. Cette mesure est celle qu'il avait vue en 1965. Mais c'est aussi la distance moyenne entre nos yeux. Il fit ce choix car cela permet d'observer ces rayures sans déformation optique. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre un travail de Daniel Buren et une bâche avec les mêmes motifs, lors d'une interview, cette question lui fit poser. Et ce qu'il répondit était Quand c'est, disons, un Buren, c'est que j'ai signé et c'est que j'ai pris la responsabilité d'utiliser ce que j'appelle un outil visuel pour faire un certain type de travail. cet outil visuel est justement son outil de travail qui lui colle à la peau depuis 1965. Buren va utiliser ce motif comme un signe. Ces rayures verticales sont justement dans la continuité de ce qu'il abordait avec le groupe BMPT, dans leur quête du degré zéro de la peinture, qui est l'utilisation d'un motif unique, réduisant volontairement la peinture au statut d'objet. Une démarche en réaction à l'expressionnisme abstrait de Pollock. Ensuite, avec ces lignes, il va questionner la place du lieu dans son travail. Ce qui pour lui était un simple travail précis sur la peinture va s'ouvrir à autre chose. En pratiquant l'in situ dans son travail, en interrogeant l'œuvre elle-même par les caractéristiques du lieu d'exposition. Le lieu devient à son tour un matériau de son travail. L'œuvre fait maintenant partie du lieu et surtout met en évidence les particularités de l'espace comme le CAPC de Bordeaux qui met en valeur ses arches semi-circulaires mais aussi avec les deux plateaux qui gardent une continuité avec son lieu. Son outil visuel fut beaucoup critiqué, surtout lorsque les Français apprirent que Daniel Buren fut choisi pour pouvoir faire revivre cette place et faire disparaître ce parking avec l'apparition d'une œuvre d'art. Mais pourquoi un tel scandale? Non seulement Daniel Buren va toucher au patrimoine historique, mais en plus Buren est bien connu pour son avant-gardisme. Les premiers à critiquer ce choix est la Commission supérieure des monuments historiques, car pour eux, ce projet est trop moderne et hautement intellectuel. Les seconds à se plaindre sont les riverains qui accusent les travaux de dénaturer un site exceptionnel, tandis que les médias, eux aussi, s'en mêlent. En réalité, pendant la réalisation de cette œuvre, la cour d'honneur du Grand Palais était entièrement entourée d'une palissade qui masquait partiellement le chantier, ce qui ne permettait pas vraiment de voir cette œuvre, ce qui laissait place à l'imagination de tous les riverains. Le chantier va durer 1 an, ce qui à première vue peut paraître long, mais en réalité est justement plutôt court pour un chantier de cette envergure. Mais une année, cela a quand même suffi pour que cette polémique prenne autant d'ampleur. Au début, cette querelle était entre les personnes voulant garder un style classique et ceux qui cherchaient un style plus moderne. Mais cela est devenu aussi un conflit politique opposant la droite à la gauche.
C'est à la fin du chantier, lorsque les palissades furent retirées, que le public put observer le travail de Buren et voir ces fameuses colonnes en marbre avec des lignes noires et blanches de 8,7 cm. Ce travail n'est pas simplement des colonnes posées là, mais est surtout la continuité des colonnes qui tiennent le palais royal. Cela révèle les spécificités du lieu. D'ailleurs, il n'y a pas que les colonnes, puisque si on lève légèrement la tête, nous allons pouvoir observer aussi les stores qui gardent le même outil visuel. Mon travail avait consisté à montrer quelque chose qui reprenait des éléments très courants dans tout le parcours du Palais Royal, qui sont des colonnes. Donc quelque chose qui utilise le lieu et qui en même temps va le changer, bien évidemment. Cette phrase, c'est Daniel Buren qui l'a dit pendant son interview à Télématin. Mais il ne faut surtout pas oublier que les deux plateaux ne sont pas que les colonnes, puisque, comme le dit si bien Daniel Buren, il y a deux espaces très différents. Il y a ce qui se passe en surface et tout ce qui se passe en sous-sol qui donne le côté aquatique à cette pièce très minérale. Mais pourquoi Daniel Buren a-t-il fait cela? L'idée principale d'une pièce comme ceci, c'est évidemment le questionnement de l'objet en tant que sculpture dans un espace public ou dans un espace muséal. Ce n'est pas un objet qui est posé là, c'est bien évidemment un objet dans son ensemble, mais cet objet, il est devenu indissociable de ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire tout cet environnement architectural dont il dépend. Mais à partir du moment où il est là, évidemment, il y a une sorte de ping-pong, les deux se répondent. Beaucoup critiqué à l'époque, mais voilà que maintenant il fait partie du paysage parisien et classé monument historique. Buren a réussi son coup, en créant un espace que tout le monde peut s'approprier. Le temps a passé, j'ai changé, mais je pense que ce travail-là, non seulement vieillit plutôt bien, et surtout le grand plaisir, c'est de voir que ce lieu est un lieu vivant, un lieu qui est visité, et c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je ne toucherais à rien. Et c'est sur cette dernière phrase de Daniel Buren que se clôt cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que le premier épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.